Regarde les hommes changer sur Europe 1. Frédéric Tadei, Daniel Cohen. regarde les hommes changer. Daniel Cohen, bonjour. Vous êtes économiste, professeur à l'École normale supérieure, vice-président de l'École d'économie de Paris. Vous êtes l'auteur de livres très lus et très commentés. Richesse du monde, pauvreté des nations, nos temps modernes, la mondialisation et ses ennemis, 3 leçons sur la société post-industrielle et le dernier qui vient de sortir, La prospérité du vice, une introduction inquiète à l'économie, édité par Albin Michel. Dominique Strauss-Kahn, l'ancien ministre des Finances, aujourd'hui patron du FMI, auquel vous avez succédé à la Fondation Jean Jaurès, dit que vous êtes l'un des meilleurs économistes français, peut-être le meilleur, que vous avez tout compris au développement, à la mondialisation, à la finance, aux inégalités. Je ne sais pas si vous avez tout compris, mais vous avez tout expliqué, vous l'avez fait comme personne. Pour vous, l'économie, dirait-on, ce n'est pas abstrait, c'est concret, et ça me semble assez nouveau. C'est nouveau, en effet, dans l'idée qu'on a des économistes en France. C'est-à-dire qu'en France, on va dire, l'élite des économistes, très longtemps, ça a été des mathématiciens qui cherchaient à mathématiser l'idée qu'on devait se faire des échanges, des transactions, etc. Cela dit, vous êtes vous-même je suis moi-même mathématicien. Et donc, à l'origine, je suis rentré avec l'idée de faire de l'économie de cette façon-là, puisqu'en effet, c'était la voie royale, la voie prestigieuse. Mais l'économie dans le monde, aux États-Unis, par exemple, puisque c'est là qu'elle est quand même la plus puissante, c'est pas du tout ça. C'est un rapport beaucoup plus pragmatique, à la mesure des choses, et avec, je dirais, la révolution informatique des 20 dernières années qui a mis à la disposition de tous les chercheurs d'immenses banques de données sur les moindres comportements individuels, l'économie est devenue une science beaucoup plus empirique, du fait, global ou dans le détail, et c'est ça qui fait que, en effet, je peux écrire ces livres adossés à une science économique beaucoup plus riche qu'elle n'était il y a 30 ans. Et des livres, effectivement, qui se vendent à plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires. Vous devez être un des rares économistes aujourd'hui à atteindre ces scores. Daniel Cohen, vous êtes étiqueté de gauche. C'est quoi la différence aujourd'hui entre la droite et la gauche en matière d'économie ? Alors, en matière d'économie, je ne sais pas si on peut exactement le définir de cette façon-là, même s'il y a au sein des économistes des affrontements entre les keynésiens, les monétaristes, etc., qui ressemblent à des affrontements entre la droite et la gauche. Je pense que c'est un peu superficiel, cette opposition. Pour moi, la définition de la gauche, c'est celle que le grand philosophe italien avait proposée, c'est, disons, un courant de pensée qui cherche constamment à dénaturaliser l'idée d'inégalité. C'est-à-dire que quelqu'un de gauche considère que toute inégalité est sociale, est conjoncturelle, particulière, elle n'est pas naturelle, elle doit être démasquée. Donc elle est réformable. Donc elle est réformable. C'est l'idée de base de Rousseau, si vous voulez. C'est l'inégalité est un fait social et pas un fait de nature. Daniel Cohen, les économistes ont été parmi les premières victimes de la crise. On leur a reproché de n'avoir rien vu venir, toujours présents pour tirer les leçons du passé, mais incapables de prévoir l'avenir. Vous plaidez coupable ? Pour la profession en partie seulement. Je pense que le fait qu'on ne puisse pas prévoir des crises est quasiment défini de manière tautologique dans la définition d'une crise. Si je pouvais prévoir aujourd'hui une crise qui se passera dans un mois, alors cette prévision déclencherait la crise aujourd'hui et c'est la semaine d'avant que j'aurais pas pu la prévoir. Donc il y a quelque chose de tautologique à ne pas pouvoir prédire une crise. Tout simplement, juste pour qu'on vous comprenne bien, Daniel Cohen, c'est à partir du moment où vous annoncez la crise, finalement les comportements des agents de l'économie changent et déclenchent la crise. Voilà. Si elle est annoncée à coup sûr et de manière convaincante, alors en effet la crise aurait lieu maintenant et on aurait une semaine de retard sur son annonce. Donc ça, l'idée que les crises soient imprévisibles, c'est presque un axiome, c'est presque tautologique. En revanche, ce qui est important, c'est de savoir si quand les crises se déclenchent, on en comprend immédiatement la nature. Et là, je crois qu'il y a une différence entre cette crise-ci, au moins en partie, et par exemple la célèbre crise à quoi on a comparé celle-là, celle des années 30. Dans les années 30, on n'a pas compris la nature de la crise. Ni les économistes, il a fallu attendre l'œuvre de John Maynard Keynes en 1936 pour avoir au fond le cadre qui permette de penser cette crise, ni, envie de dire, a fortiori, les hommes politiques. Donc on est entré dans une crise qu'on ne comprenait pas, et un peu comme les médecins de Molière, on a pratiqué des saignées, par exemple l'équilibre budgétaire à tout prix, par exemple laisser les banques faire faillite, alors même que manifestement ça crée un risque systémique. On a multiplié les erreurs, que cette fois-ci,
on n'a pas fait. Donc oui, cette fois-ci, la crise a pris par surprise. Encore une fois, c'est normal, mais on en a assez vite, au moins pour partie, identifié la nature. Maintenant, il y a une part d'ombre dans cette crise qu'on n'a toujours pas comprise. C'est le lien de cette crise avec la mondialisation. C'est une crise qui annonce beaucoup d'autres crises. Et là, en effet, on est encore dans l'opacité. On va en reparler, Daniel Cohen. Mais d'abord, toujours sur le métier d'économiste, certains disent c'est quand même bizarre ces économistes qui ne deviennent jamais riches, sauf quand ils reçoivent le prix Nobel. Et à ce moment-là, la première chose qu'ils font avec leur pactole, c'est de le confier à des traders qui le jouent en bourse. Alors comment l'expliquez-vous? Vous, qu'est-ce que vous faites de vos droits d'auteur? Vous les confiez à des traders aussi parce que vous estimez qu'ils sont meilleurs que vous pour faire fructifier le pactole? Non, je les gère moi-même et en fait assez vite ils sont dépensés. Mais le paradoxe de toute cette affaire, c'est que il y a beaucoup d'économistes qui sont devenus très riches dans les 30 dernières années. Il y a 2 ou 3 prix Nobel qui ont inventé la manière de pricer, comme on dit, c'est-à-dire de donner une valeur, une estimation à tous ces produits toxiques qui sont en partie à l'origine de cette crise. Je pense à Merton, je pense à quelqu'un qui s'appelle Scholes. Ils ont inventé des formules. Ils ont créé des hedge funds. Ils ont créé des hedge funds, exactement. Ce sont les prix Nobel qui ont été à l'origine du grand hedge fund LTCM qui a fait faillite, mais eux-mêmes sont très riches. Donc non, il y a des économistes qui font fortune. Ça dépend du domaine de compétences. Évidemment, celui qui travaille sur la syndicalisation, la pauvreté urbaine, etc., celui-là ne s'enrichira pas. Donc ça n'est pas un signe pour vous du fait qu'ils ne comprennent rien en réalité. Et puis en fait pour aller au fond de votre question, si on prend toutes les grandes crises qui se sont produites, y compris celle-ci qui a été d'abord une crise immobilière ou la crise Internet qui a été une bulle des valeurs de haute technologie, il y a un très gros pourcentage d'économistes qui avaient dit que la bulle Internet était surévaluée. Moi-même je l'avais fait dans Le Monde, ou bien la crise immobilière. Beaucoup d'économistes, Robert Schiller, avait dit que c'était une crise immobilière. Le problème, c'est que les économistes ont parfois raison trop tôt, et ça fait partie du problème de la crise. C'est-à-dire que si je dis 2 ans à l'avance, il y a une bulle Internet, eh bien, je peux me ruiner parce que ça veut dire que je vais parier à la baisse et en 2 ans, j'ai plusieurs fois le temps de me ruiner. Donc les économistes ont souvent l'intuition, mais le retournement du marché, ça c'est quelque chose qui leur échappe. Et encore une fois, peut-être pour des raisons qui sont évidentes, qui sont au-delà du raisonnement. Alors, Daniel Cohen, ça fait 30 ans qu'on nous dit qu'on est en crise, à peu près depuis la crise du pétrole en 1973. C'est l'année d'ailleurs où vous êtes arrivé à l'école normale. Vous nous expliquez qu'en réalité on est passé d'une société industrielle à une société post-industrielle et que tout a changé finalement. Le travail a changé, l'organisation de la production a changé, ce qui rapportait avant n'est plus ce qui rapporte aujourd'hui, ce qui coûtait cher et donnait de la valeur à un bien de consommation autrefois, en 1960 par exemple, n'est plus du tout ce qui donne de la valeur et ce qui coûte cher dans un bien de consommation aujourd'hui, dans une voiture par exemple. Alors comment vous nous définiriez, comment pouvez nous expliquer la société post-industrielle dans laquelle nous nous trouvons? Alors la société post-industrielle, disons par antiphrase, c'est ce qui succède à la société industrielle. Alors en 2 mots, qu'est-ce que la société industrielle elle-même, en tout cas telle qu'on l'a connue dans son âge d'or dans les années 50 et 60? Bien, dans son âge d'or dans les années 50 et 60, la société industrielle, c'était une certaine façon de produire et de consommer des biens qui étaient liés par l'idée que c'était les mêmes gens qui produisaient et qui consommaient ces biens, et qu'il y avait au sein de l'appareil productif, au sein des entreprises, quelque chose qui ressemblait à une solidarité entre les différents étages de la société. Vous prenez une entreprise comme l'entreprise Renault, il y a un patron, c'est un manager, il y a des ingénieurs, il y a des cadres, il y a des ouvriers, mais tous sont liés entre eux. Ils sont liés entre eux d'abord par des grilles de salaire assez fixes qui évoluent très peu au cours du temps, et puis ils sont liés entre eux par un destin collectif. Si Renault marche, tout le monde marche. Si Renault fait faillite, tout le monde fait faillite. Et tout ça crée l'idée qu'il y a une société industrielle. Alors, ce qui s'est passé dans les années 80, pour rester sur cet exemple de Renault, c'est que cette pyramide sociale dure, exigeante, mais encore une fois solidaire en réalité, a été cassée en tranches. On a volontairement, c'est la révolution financière des années 80, délié ces solidarités. On a mis les ingénieurs dans des bureaux d'ingénieurs pour réfléchir entre eux aux voitures les plus propres, les plus technologiques qu'on voudra. On a sorti les patrons de la condition salariale où ils étaient avant. La phrase célèbre de Morgan, c'était: un patron ne devrait pas gagner plus que 20 fois ce que gagnent ses ouvriers parce que sinon, ça créerait du désordre, ça créerait du malaise social, et donc il faut qu'ils restent liés aux autres. On a sorti ça et on a fabriqué des patrons qui sont devenus des actionnaires en réalité, qui n'ont plus de destin lié à ceux de leurs ouvriers. Et quant aux ouvriers, on en a externalisé le plus grand nombre. Et de l'idée d'une société pleine et entière au sein des entreprises, on a eu une nouvelle utopie, celle de firmes constituées d'usines sans travailleurs, c'est-à-dire au fond une espèce de nouveau type idéal dans lequel
tout est service, tout est externalisé, et on a des patrons ingénieurs qui sont comme des opérateurs de logiciels qui vont chercher ici et là les éléments dont ils ont besoin. Toujours pour prendre cet exemple de Renault et conclure là-dessus, dans les années 60, Renault fabriquait 80% de la voiture qui était vendue à l'usager. Aujourd'hui, c'est exactement le contraire. Elle n'en produit que 20%. Tout le reste est externalisé. Donc, cette solidarité industrielle vole en éclats et on est dans une société en réalité de service, au sens où tout est contractualisé, ici et maintenant, et non plus installé dans la durée.